On est vraiment dans le cadre d'un patient qui a le cancer. On sait qu'il est en phase terminale, on sait qu'il va mourir, il va peut-être survivre une décennie de plus, mais au final, le pronostic vital, il est acté, et la personne, elle va pas se soigner du jour au lendemain. Et ben notre société, c'est pareil. Militants, porteurs de projets, entrepreneurs ou simples citoyens, ils ont des stratégies différentes mais poursuivent un but commun, réinventer notre monde. Ce monde dont tout laisse à penser qu'il court à sa perte si nous n'agissons pas rapidement. Certains sociologues les appellent les créatifs culturels, ainsi nommés car ils sont à l'origine d'une nouvelle culture. Frange non négligeable de la population, on parle de 20%, ils ou elles ne cessent d'agir quotidiennement pour inclure plus d'écologie, de cohésion sociale, de spiritualité, voire de féminité dans notre vie. Chaque semaine, je pars à la rencontre de l'un d'entre eux pour découvrir son parcours, sa vision du monde, ses inquiétudes mais aussi ses espoirs et le ou les projets qui l'occupent au quotidien. Cette semaine, je rencontre Sébastien Béguignon. Ancien développeur informatique, il a décidé de changer de voie et s'emploie après. Là, il emploie l'art de la question. Cofondateur du groupe Transition 2030 Paris, pour Sébastien, l'effondrement est inévitable et c'est ce qui a sans doute précipité son choix. Dans cette interview, il sera question de collapsologie, de rapport avec l'autre, de rapport avec l'argent et de la joie qu'on peut trouver dans la frugalité. Mais nous allons surtout voir qu'un changement de vie ne s'improvise pas et qu'avant toute chose, il faut commencer par se poser les bonnes questions. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, en l'espace de 30 secondes, 1 minute, tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Sébastien, je suis un ancien développeur informatique qui travaillait dans la finance. Je suis encore assez jeune, là j'ai juste 28 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment en train de m'orienter vers l'entrepreneuriat, vers l'accompagnement de communautés résilientes à droite à gauche. Et j'ai vraiment fait mon coming out sur la transition écologique et les possibles effondrements de notre société. Et j'essaie d'en faire un métier cohérent par rapport à mes valeurs et à ce que je sais aujourd'hui. D'accord, t'as totalement arrêté tout ce qui est développement informatique. Alors, nécessairement, c'est des compétences que je continue d'utiliser, parce que je pense que les outils informatiques ont toujours du sens aujourd'hui, même si un jour il faudra peut-être changer la façon dont on s'en sert, surtout par rapport à la quantité de données. Mais effectivement, à part produire des sites web peut-être de façon alimentaire de temps en temps, c'est clairement plus mon cœur de métier. Alors, tu es très investi aussi au niveau associatif. Est-ce que tu continues aujourd'hui ou tu as levé un peu le pied de ce côté-là et tu te focalises sur ton activité entrepreneuriale ? Alors, je fais encore un petit peu trop d'associatif à mon goût. Petit à petit, je me redirige vers vraiment le travail qui peut être rémunérateur, en tout cas qui est générateur de valeur. L'idée étant de vraiment faire des échanges gagnant-gagnant, que des personnes qui sont en recherche d'expérimentation, de connaissances ou vraiment de questions pratiques trouvent les réponses le plus rapidement possible, et qu'ensuite il y ait une phase de sensibilisation pour le grand public et ensuite qu'il y ait vraiment des phases d'accompagnement individuel si nécessaire. Tu dis que tu fais trop d'activités associatives. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tes deux activités s'entremélangent ? C'est très proche. C'est un peu piégeux parce que les contreparties sont pas sous forme monétaire, donc c'est moins facilement mesurable. Mais nécessairement, c'est faire du réseautage, c'est faire grandir un capital social, c'est faire des liens, c'est rencontrer des gens qui vont nous apprendre des choses qu'on n'aurait probablement jamais découvert tout seul, et des futures amitiés qui sont peut-être des futurs partenaires de travail. Donc ça s'en rapproche, mais il y a vraiment une question de réussir à fixer ses limites soi-même sur ce qu'on est prêt à offrir et sur ce qu'on attend un peu du... Parfois, simplement, passer un beau moment ensemble, c'est notre rémunération et ça suffit. D'accord. Alors, nous, on se connaît à peu près depuis 4-5 ans, si ma mémoire est bonne. La première fois qu'on s'était rencontrés, tu venais de passer 1 an à rencontrer toutes les associations parisiennes qui sont liées à la transition. Donc, ça représente environ 80 associations. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'avait donné l'idée ou l'envie de faire ça ? Alors, en fait, si j'essaie de faire un résumé un peu succinct, le début a vraiment été la façon dont mon boss traitait notre relation professionnelle, je trouvais très infantilisant et assez écarté finalement de la réalité. Et ça a provoqué pour moi une mise en recherche
En fait, je suis passé vraiment de presque autiste sur du code informatique à devoir faire beaucoup de recherches et rencontrer beaucoup de monde, notamment sur du développement personnel dans un premier temps, puis comment devenir indépendant, puis petit à petit aller vers la transition, vers des choses comme l'économie de la connaissance qui me paraissent encore intéressantes aujourd'hui. Et finalement, petit à petit, je suis arrivé sur le film Demain que j'ai beaucoup apprécié. J'ai voulu faire des recherches, voir s'il y avait vraiment un problème, comme il le citait dans les 5 premières minutes. Et ensuite, j'ai fait que tirer la pelote, rencontrer de plus en plus de gens, qui ont fini par me faire rencontrer de plus en plus de gens, qui ont fini par me faire rencontrer mes premiers partenaires de travail avec qui je suis allé dans d'autres associations. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, donc à l'issue de tout ça, tu t'es investi toi-même dans la transition. Quel était le premier projet dans lequel tu t'es investi? Et petit à petit, je suis passé des simples visionnages de vidéos YouTube à un groupe Facebook qui s'appelait Transition 2030. Donc à ce moment-là, c'était le groupe général. Et je me souviens d'une petite anecdote d'une personne qui était en train de faire un post sur les groupes régionaux. Et j'ai mis un simple like, un clic sur le groupe. Ça faisait peut-être 20 minutes que j'étais sur le groupe. Et dans les 5 minutes, la personne, elle me recontacte en me disant est-ce que c'est une simple forme d'approbation ou une véritable volonté d'action? Alors ça fait 5 minutes que je suis sur le groupe, ça paraît totalement sorti de l'ordre. Enfin, je vois pas je m'attendais pas à vraiment être accosté comme ça aussi rapidement sur un groupe sur lequel je venais d'arriver. Et il se trouve que cette personne-là voulait créer un groupe à Lyon. Et du coup, on s'est un peu entremotivés. Et ça a été la création de Transition 2030 Paris. Alors, Transition 2030 Paris, c'est un groupe dédié à la collapsologie, c'est donc une vision assez sombre de l'avenir. Je pense que les personnes de Transition 2030 te reprendraient assez rapidement parce que c'est vraiment orienté transition. Il se trouve qu'on parle de choses qui sont très graves, donc ça se rapproche de l'effondrement. Je pense même que certaines personnes se repousseraient directement à la collapsologie. Mais vraiment, c'est des personnes qui sont très rigoureuses sur la thématique de la transition et qui ont vraiment tous beaucoup d'informations. Et effectivement, quand je suis rentré sur le groupe général, on devait être peut-être 11 000, il me semble, et là, on commence à dépasser les 30 000. D'accord. Tu es collapsologue toi-même? Collapsologue, direct, étudier la collapsologie. J'ai pas forcément une formation de scientifique, mais nécessairement ce que je fais, c'est étudier la collapsologie, enfin étudier l'effondrement qui peut nous arriver. Donc oui, peut-être que je suis collapsologue. Et tu es toujours actif au sein de ce groupe? Tu organises des événements, des conférences, ce genre de choses? Alors, Transition 2030 Paris, je me suis un petit peu éloigné tout simplement parce que je commence à m'installer en Bourgogne, donc je commence à être actif sur Transition 2030 Bourgogne-Franche-Comté, tout simplement. Après, sur le groupe Facebook, ça reste une quantité d'informations assez phénoménale et pas forcément toujours pratique. Donc, je le regarde simplement d'un œil curieux par simple intérêt intellectuel. Mais nécessairement, il s'y passe des choses très intéressantes. J'évite d'y passer trop de temps, mais ça reste une belle source d'information. D'accord. Alors, indépendamment de Transition 2030, quand on va sur ton site internet, dont le lien sera dans la description de cet épisode, il y a 2 projets phares, en fait, qui t'occupent aussi, qui sont Enjeux communs, qui est donc une association qui a pour vocation de faire de la sensibilisation à travers le jeu, et notamment le jeu de plateau. Et il y a le projet Renaissance. Alors, le projet de la Renaissance, c'est un projet qui consiste à aider les citadins qui veulent s'expatrier dans des milieux plus ruraux, c'est ça? Ouais, d'accompagner un mouvement qui est déjà là, surtout, pour que les gens qui se posent des questions, qui se posent les mêmes questions, se rassemblent, essayent de déjà poser les bonnes questions dans un premier temps, et ensuite d'essayer d'y trouver des réponses. C'était sous la forme d'ateliers physiques dans un espace de coworking à Paris. Et on a produit une dizaine d'ateliers avec effectivement de la facilitation, où on ressortait avec des questions et des réponses collectives qu'ensuite on publiait, et c'était le début du projet Renaissance, qui aujourd'hui est en train un peu de se répandre en France. Concernant Enjeux communs, le projet est toujours aussi actif? Ouais, alors aujourd'hui, Enjeux communs, on a 2 axes principaux qui est effectivement le premier, la sensibilisation, et le deuxième, de créer plus d'animateurs capables de sensibiliser. Si possible, les aider à se professionnaliser, à se créer un modèle économique, à faire un peu d'accompagnement. Enjeux communs, aujourd'hui, principalement, c'est 3-4 choses. C'est de l'animation, de la création de jeux, de la formation, et ensuite, c'est un peu du lobbying en général dans l'industrie du jeu de société. Ok. Alors, toutes ces rencontres, toutes ces activités associatives ont fatalement eu un impact sur tes choix professionnels. Tu nous l'as dit au début de l'interview, tu n'es plus le développeur robotisé que tu étais auparavant. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler de ta vie professionnelle actuelle?
Ouais, alors aujourd'hui, Enjeu commun et le projet Renaissance qui est devenu Renaissance Joigny pour moi, c'est principalement sous la forme associative un petit peu entrepreneuriale parce que c'est une association mais ça reste une entreprise finalement. Moi, mon activité professionnelle aujourd'hui que je suis en train de faire évoluer s'appelle EGAO et c'est de l'accompagnement à la transition de vie, c'est de la recherche autour de l'exode, autour des jobs de sens, l'ikigai pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, et puis tout ce qui est gestion du temps. C'est un peu comme un cabinet de conseil en fait. Ouais, au-delà d'un cabinet de conseil, c'est simplement moi en tant qu'accompagnateur. Pour l'instant, ça reste une activité auto-entrepreneuriale assez individuelle. C'était un peu le seul projet que j'ai voulu faire tout seul, histoire d'être vraiment libre en termes de gouvernance. EGAO, c'est le nom de ma boîte, c'est le nom de mon site, egao.fr, E-G-A-O. Et aujourd'hui, c'est à la fois de l'accompagnement individuel. Je suis en train de prévoir aussi de la visite de lieux inspirants pour 2021. L'idée, c'est vraiment que, un peu comme une école de la transition, que les personnes puissent gagner du temps. Je suis à peu près persuadé que les gens arriveraient à la même conclusion que ce que je peux faire en les accompagnant. Mais mon but à moi, c'est de les faire arriver à la même conclusion plus rapidement, en posant des questions. Donc, par exemple, en me servant de la questionologie. Et en général, en présentant vraiment physiquement des lieux inspirants, des exemples de success story, de gens qui vivent et qui incarnent leurs valeurs en fait. D'accord. Et à travers EGAO, tu t'es donné un objectif particulier? Alors moi, mon objectif, c'est vraiment de faire gagner du temps aux gens. La collapsologie, par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez anxiogène, un peu enfermant, et beaucoup de gens restent bloqués sur le constat. D'accord. Et moi, grâce à Transition 2030 Paris, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui se posaient beaucoup de questions et de voir que les questions étaient assez souvent les mêmes, on va dire. Et parfois, la question était assez mal posée. Et donc moi, mon rôle à moi, en posant effectivement les bonnes questions, c'est de passer de la théorie à la pratique sur OK, il y a un effondrement, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'en parle à mes enfants? Est-ce que si j'ai un métier, est-ce que je dois le quitter tout de suite ou pas? Est-ce que je me mets en danger? L'effondrement, c'est pour quand? C'est comment? C'est qui? Mais mes parents, comment je fais pour leur en parler? C'est vraiment plein de questions très pratiques qui sortent de la théorie et de plus de degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est vraiment sur j'ai de l'argent ou je cherche à avoir un terrain et comment je fais, en gros. Il y a un profil type chez les personnes que tu accompagnes ou c'est plutôt très varié? Et les âges sont assez divers. C'est généralement des personnes qui ont déjà eu un métier pendant quelques années. Il y a des personnes qui ont des burn-out, des personnes qui ont des très bonnes situations, ingénieurs qui ont même fait du coup un retour en France, qui travaillent pas forcément en France. Des expériences qui sont vraiment phénoménales. Des cas particuliers sur lesquels j'aurais jamais prévu rencontrer ce genre de cas, sur par exemple de la double nationalité, ou du coup qu'est-ce que ça signifie pour moi, vraiment qui sortaient des questions ordinaires, en plus de la question financière, la question émotionnelle, mes enfants, est-ce que je les sors de l'école, l'État il vient de voter la fin de l'instruction en famille en quelque sorte, qu'est-ce que ça implique pour moi. Et l'idée c'est vraiment qu'au bout de la fin du mois, on ait un plan d'action qui puisse être évolué après, mais qu'en un mois, on soit posé beaucoup de questions, ouvert beaucoup de portes, et puis petit à petit fermer les portes qui paraissent les moins intéressantes, pour arriver à un plan d'action en un mois, 2 mois, en fonction de la sensibilité des gens. Ok. Alors, comment ça se passe quand tu rencontres une nouvelle personne, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné? Parce que là, tu évoques un mois, c'est-à-dire, est-ce que tu fais un contrat avec cette personne, se dit, voilà, au bout d'un mois, il faut qu'on ait répondu à un maximum de questions, il faut déjà que tu aies bien périmétré ton projet. De manière générale, entre le moment de la rencontre et la fin de ce mois, comment se déroule toute la prestation? Il y a des ateliers, il y a des rencontres, vous faites quelque chose de manière régulière. Comment ça se passe? Alors le parcours complet en fait commence assez tôt. Il y a pas mal de contenu lisible sur mon site. Du coup, les gens peuvent déjà avoir beaucoup de réponses par là. Et en fait, j'organise une fois par semaine des ateliers en visio qui ont en général pour l'instant entre 3 et 4 personnes à chaque fois. Et c'est à ce moment-là que je vois si je suis vraiment capable de répondre à un besoin ou si simplement la visio que je suis en train de faire suffit à accompagner la personne. Et après, dans l'accompagnement, moi ce que je préfère faire, c'est vraiment un mois un objectif. Et là, à ce moment-là, c'est
La première visio, c'est surtout pour apprendre à se connaître, vraiment fixer les problématiques, les freins, les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, et d'essayer de fixer au bout de la première ou deuxième session un objectif qui est généralement soit sur le job, soit sur le lieu de vie, soit sur la gestion de la motivation et de l'énergie. La gestion du temps, comment prioriser, comment donner suffisamment de temps à mon projet pour qu'il existe un jour. Et pendant les 4 sessions, on va commencer par ouvrir beaucoup de portes, puis en fermer, et enfin créer un plan d'action. En général, sur 1 an, sur 6 mois, ça dépend des personnes. Certains ont beaucoup plus de facilité à se projeter proche. Vraiment, je sais quoi faire la semaine prochaine. Et d'autres qui vont avoir beaucoup plus de facilité à se projeter dans 2 ans et plus de difficulté à savoir qu'est-ce que je fais demain. D'accord. Donc les gens qui ont du mal un petit peu à préparer leur projet, l'idée c'est sans doute de leur éviter de faire des erreurs qu'ils vont regretter par la suite. Bah ouais, surtout c'est éviter les erreurs qui sont un peu communes. Si je prends vraiment le cas de l'exode urbain, donc de trouver un lieu à la campagne pour s'installer, il y a énormément d'erreurs qui sont faites, notamment aujourd'hui sur les tiny houses et les terrains non constructibles, où beaucoup de gens le font et prennent le risque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de tiny houses sur le bon coin parce que les gens se sont fait rejeter des lieux dans lesquels ils sont arrivés parce qu'ils ne se sont pas posé la question de comment m'intégrer dans le tissu urbain, dans le tissu social, dans le tissu associatif, et qu'en fait, finalement, la première chose qu'ils font en arrivant sur un terrain, c'est de tricher avec les taxes foncières. Et évidemment, du coup, ils sont mal vus par leurs voisins, etc., etc. Et c'est des questions un peu comme ça sur le job. Comment pas se mettre en danger? Comment avoir un coussin suffisant pour laisser le temps de la transition? Où est-ce que j'en suis au niveau émotionnel? Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de temps pour moi? Ou est-ce que là, je suis vraiment dans le moment où j'ai besoin que ça s'active, j'ai besoin d'un job, j'ai besoin d'avoir une rentrée d'argent? C'est vraiment rentrer dans la pratique, sortir du questionnement théorique et philosophique. Et c'est ma situation à moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, vers où je veux aller. D'accord. Si je comprends bien, ton travail sert aussi à ramener un petit peu les pieds sur terre à certaines personnes qui ont envie de changer de vie. Bon, quand on change de vie, il y a souvent une utopie derrière. On en oublie un petit peu le cadre réglementaire, les difficultés que ça peut présenter. Est-ce que ce travail sur la caissologie, c'est pas aussi une façon de les remettre en face de la réalité pour leur dire attention, oui, on peut changer de vie, mais tout n'est pas si simple. Il y a quand même des étapes, il y a quand même des choses à préparer. Oui, complètement. En fait, moi, mon travail, ça va surtout être de faire vivre une cohérence sur le fait que le monde d'aujourd'hui est encore là. Le monde de demain ne l'est pas encore, même si on sait à peu près petit à petit ce à quoi il va ressembler. L'important, c'est de réussir à faire vivre les deux en même temps, pendant suffisamment longtemps, pour que le jour où effectivement, c'est vraiment réussir à trouver une cohérence aujourd'hui par rapport à nos valeurs. Si c'est une valeur, il y a un effondrement, ou si c'est une valeur, je veux faire une transition vers simplement plus de nature. En fait, c'est pas forcément les mêmes questions à chaque fois. Mais vraiment, le but, c'est de ne pas oublier les ressources actuelles, de ne pas oublier la réalité, de pas partir trop dans la théorie de je pourrais, de ceci. C'est vraiment essayer, expérimenter et se confronter à la réalité. Mais je vais pas tant essayer de freiner. En général, je vais surtout essayer de poser la question, puisque c'est à la personne elle-même de faire son chemin. Peut-être que la réponse c'est ah bah non, moi je suis prêt, j'ai de l'argent de côté, j'ai un ami qui est installé juste à côté. Et l'idée c'est surtout de vérifier que les gens n'ont pas oublié quelque chose sur la route. D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait de collapsologie. Les gens que tu rencontres sont majoritairement sensibles à une logique d'effondrement ou pas du tout? Ouais, il y a des niveaux différents. Tout le monde ne pense vraiment pas à effondrement. Il y en a certains qui pensent juste je supporte plus la ville et j'ai besoin de me retrouver à la campagne. Et du coup, à ce moment-là, se retrouver à la campagne, ça implique d'avoir le job qui va avec. Donc c'est simplement aider une transition en général. Parfois, ça peut avoir rien à voir avec l'effondrement. Moi, j'ai voulu quand même mettre en avant que ma particularité, c'était d'être capable de parler avec un public qui sait parler effondrement. Si on a besoin de parler de la dernière conférence de Jean Covici, on pourra. Mais le fait est que c'est pas le seul public. Je prends par exemple, j'ai 2 mères de famille en tant que clientes, où leur but c'est pas du tout de se protéger à l'effondrement. Effectivement, elles ont lu Pablo Servigne, etc., mais c'est pas du tout leur but. Leur but c'est juste de se dire voilà, j'aimerais que mon fils ait un cadre de vie agréable, qu'il puisse voir un peu plus la nature, qu'il puisse faire un peu de permaculture, qu'il puisse apprendre plus comment il mange, son alimentation.
et parfois c'est clairement suffisant. Ce qui est marrant, c'est que en fait, effondrement ou pas effondrement, les choses à faire sont généralement les mêmes. C'est trouver un job de sens, quelque chose dans lequel on est bon, qu'on aime faire, quelque chose qui serve au monde, et généralement ça suffit. D'accord. Où s'arrête ta prestation au final? Parce que une fois qu'on on s'est posé les bonnes questions, qu'on a élagué toutes les idées parasites, les fausses idées, les fausses bonnes idées, il faut passer à l'action parce qu'on a un projet, on a ciblé quelque chose. Comment ça peut se passer? Parce que tout à l'heure on évoquait le projet Renaissance qui permettait d'accompagner les gens qui voulaient sortir de la ville pour aller à la campagne. Il y a aussi ce réseau d'écolieux où les gens peuvent aller se faire une idée de ce que ça peut devenir, une vie future, une vie plus nature, plus en contact avec leur environnement. Comment ça se passe par la suite? Ouais, des espèces d'offices de tourisme, un peu comme ce qu'a fait la Suite du Monde. La Suite du Monde a commencé, je crois, juste un tout petit peu après la création du projet Renaissance, et eux sont allés vraiment plus vite dans le côté capital, tout ça. Vraiment sur le fait de commencer un village, parce que nous on était vraiment sur Paris à l'époque, et eux étaient déjà dans le Périgord. Euh, et on a vraiment un côté... en fait, au-delà de mon accompagnement, mon but c'est surtout que la personne ait fait des expériences. Moi-même, ça me sert parce qu'en fait, finalement, chaque client qui essaye, par exemple, d'aller vers l'éco-construction, ça me permet d'en apprendre plus sur l'éco-construction. Un client qui veut aller plutôt vers une pédagogie ouverte ou démocratique, à ce moment-là, je vais en apprendre plus sur ce côté-là. Et le client lui-même, moi, mon rôle, c'est de mettre en place des expérimentations entre chaque session. En général, c'est 1 ou 2 semaines. Mais du coup, moi, je suis juste là pour poser des questions et puis pour valider, en fait, que la mesure est bonne, avec la personne. Parfois, c'est réussir à découper un problème en sous-parties. Mais derrière, l'idée, c'est que une fois que le plan d'action est fait, il n'est pas dépendant de moi. Bon, nécessairement, si la personne revient, j'en serais très heureux. Mais ce plan d'action, c'est vraiment mon rôle à moi, c'est de les faire se confronter à la réalité pendant un mois, et généralement à la fin du mois, ils savent si déjà l'idée qu'ils avaient au début du mois elle est possible ou pas, et si jamais elle n'était pas possible, comment la transformer. En définitive, est-ce que tu te positionnes comme un coach? Et bah en fait, j'aime pas du tout le mot de coach, mais nécessairement c'est ce que je fais. Alors du coup, je me suis dit juste d'enlever l'anglicisme, donc ce que je fais c'est de l'accompagnement. Voilà. Et puis accessoirement, je fais aussi un petit peu office de tourisme, enfin ou agence de tourisme, puisqu'à partir de l'année prochaine, vraiment, je vais commencer à organiser des stages de rencontres. L'idée, c'est que potentiellement le budget vacances des familles, plutôt que de passer dans une plage aux Bahamas, que les gens puissent commencer à entrevoir leur prochain mode de vie, potentiellement acquérir des compétences, voir des réseaux de résilience, à quoi ça peut ressembler, des maillages associatifs, des maillages d'écolieux, et puis vraiment rentrer dans le vif, potentiellement aller directement dans leur région favorite pour pouvoir visiter, et puis entre chaque visite, avoir un petit accompagnement individuel pour continuer à se poser les questions, notamment financières. J'ai remarqué que j'avais quand même cette compétence-là de pouvoir découper un prix en temps. Par exemple, voilà, j'ai un investissement de 20 000 € à faire, combien ça représente d'heures de travail en vrai, et voir tout simplement si c'est physiquement réalisable. Tu veux dire décomposer en fonction des heures de travail salariées? Par exemple, ouais, mais ça peut être aussi entrepreneurial. Par exemple, une personne qui veut faire une activité de soins, avec 30 € de l'heure, bah voilà, si je dépense 20 000 € aujourd'hui, ça représente tant d'heures. Est-ce que j'ai envie de travailler ce nombre d'heures-là dans ma semaine? C'est vraiment des questions très pratiques pour le coup. Alors, si je te parle de coach, c'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, le métier de coach est en pleine effervescence dans le monde de l'entreprise. On dit souvent qu'un coach, son travail, c'est de poser des questions et surtout les bonnes questions pour orienter une équipe ou un individu pour essayer d'éclaircir un petit peu ses idées. C'est ni plus ni moins ce que tu fais. Et en entreprise, on a souvent tendance à utiliser ce qu'on appelle les canevas. Donc, à l'aide de post-it, on va mettre dans des cases les idées au fur et à mesure elles vont arriver pour nous aider à les classer, à clarifier un petit peu tout ça, les ordonner. Est-ce que c'est ce que tu utilises, toi, ou tu as plutôt une liste de questions que tu poses au fur et à mesure des cas? Alors, j'ai une liste de questions, effectivement. Je me sers petit à petit, mais généralement, je les produis plutôt sur mesure en fonction du client, sur des tableaux que la personne peut remplir pour elle-même, finalement, où elle peut prendre des notes sur des expérimentations qu'elle aurait fait.
sur des priorités, sur un angle d'attaque ou sur une priorisation de certaines choses. Donc effectivement, ça peut ressembler à un canevas. Et puis pour chaque session, j'ai effectivement une série de questions où j'ai rarement besoin de poser toutes les questions, mais en fait, je viens piocher dedans en fonction de la personne. Ça reste aussi assez intuitif, je dirais. J'ai vraiment maintenant ce côté-là où j'arrive à poser une question qui fait gratter le cerveau. C'est vraiment quand la personne commence à sourire quand elle entend la question qu'on sait que c'est la bonne question, parce que c'est le moment où elle est un peu désarçonnée et puis où ensuite on peut commencer à découper cette question en plusieurs petites questions pour faciliter la réponse. Est-ce qu'il t'arrive de croiser des personnes qui, au fur et à mesure des questions, commencent à changer de couleur parce que tu les confrontes à une réalité qu'elles n'avaient peut-être pas forcément envisagée, et du coup ça remet totalement en question leur projet, voire la viabilité de leur projet? Alors c'est arrivé assez souvent, oui. Surtout sur l'aspect financier, je dirais. L'aspect temps de travail, ce que ça représente comme travail. Mais après, mon but, c'est vraiment pas forcément de se concentrer sur les difficultés, c'est plutôt de réussir à mettre en avant les ressources qu'a la personne. Les difficultés, c'est généralement pour faire prendre conscience à la personne qu'elle a des compétences et des qualités. Lui faire se rendre compte que telle compétence là, quand tu travailles sur par exemple même de la comptabilité, de la logistique, de la gestion de projet, de la coordination, et ben en fait tu mets tellement moins de temps qu'une autre personne que c'est quelque chose sur lequel tu as vraiment une plus-value. Après, en général, il y a aussi beaucoup de permaculteurs qui ont un peu rejeté l'argent en général, où il y a un travail à faire sur la valeur de l'argent. Par exemple, le fait que il y a tout ce qui est syndrome de l'imposteur, où la personne se sent pas de faire payer un client, alors que nécessairement pour vivre, aujourd'hui il faut encore de l'argent. Et donc, c'est des gens qui ont l'aspect, si je prends de l'argent à quelqu'un, en fait, moi je gagne et lui il perd. Et c'est de réussir à les faire passer dans des modes d'échange qui sont en win-win. C'est-à-dire que tu me payes, je gagne ma vie, mais moi je te donne suffisamment de valeur et de compétences pour faire que tu vas gagner plus de temps que ce que ça t'a coûté. Mais c'est pas évident à évaluer tout ça. C'est assez au cas par cas. Moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est fixer un prix, c'est avoir un prix fixe. En général, s'il y a des clients qui viennent naturellement, c'est que il y a un vrai besoin, que le prix leur convient. Et simplement, les gens votent avec leur argent. Si c'est trop cher et que ça sert à rien, normalement, le bouche à oreille devrait suffire pour détruire l'activité. Et c'est même parfois plus acceptable de s'être confronté à la réalité et d'échouer rapidement pour pouvoir passer à autre chose sans avoir dépensé beaucoup d'énergie sur quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. D'accord. Alors, puisque tu parles d'argent, est-ce qu'il est indiscret de te demander combien tu factures tes prestations? Moi, aujourd'hui, j'ai une vraie philosophie de tout l'argent que je n'ai pas dépensé, je n'ai pas eu à le gagner. Aujourd'hui, j'essaie de faire 4 clients par mois, avec du coup vraiment le service que je préfère où c'est un mois d'objectif, c'est 200 euros. J'avais calculé, du coup, j'ai à peu près 12 heures de travail, ça me revenait à peu près à 200 divisé par 12. Enfin voilà, vous pourrez faire le calcul. Moi par contre, du coup, là, si vous avez bien calculé 4 clients à 200 euros par mois, ça fait 800 euros. Derrière, il y a les charges à payer. Et en vrai, c'est surtout que je vis en van aménagé pour l'instant et je suis très heureux de ça. Moi, ça me permet vraiment de vivre de façon nomade et de rencontrer plus d'associations, de rencontrer plus de réseaux, plus de gens, plus d'écolieux, même potentiellement des élus. Et grâce à ça, j'ai réduit mes coûts vraiment à outrance. J'ai fait mes comptes assez régulièrement et pour l'instant, je dois dépenser quelque chose comme 550 euros par mois en mettant 100 euros de côté tous les mois. Donc, je suis plutôt assez fier de ça. Et puis, j'ai accès à un capital de côté que je vais éviter de manger, mais petit à petit, comme mon activité professionnelle commence à prendre effectivement un peu de vitesse, je peux maintenant me permettre d'être vraiment stable et solvable. Ça veut dire que tu cherches à fuir un certain matérialisme? Ouais, nécessairement, comme tous les hommes, toutes les femmes, j'espère avoir un certain confort de vie. Après, effectivement, je suis à peu près persuadé que l'argent que l'on a, c'est la somme de la pollution qu'on peut produire. Mais c'est aussi, en termes de choix de vie, tout l'argent qu'on n'a pas gagné, tout l'argent qu'on n'a pas perdu, on n'a pas à le gagner.
Et donc ça fait une quantité phénoménale de temps libre disponible. Donc c'est un choix de vie, tout simplement. Pouvoir aller voir un lac, une forêt, une montagne, voir des amis. Vraiment, c'est un choix de vie. C'est une façon d'aller vers plus de spiritualité? Spirituel, beaucoup de gens ont des définitions différentes. J'ai déjà eu des discussions passionnantes avec des gens qui avaient une définition peut-être plus intellectuelle, un peu plus mentale de la spiritualité que d'autres. J'irais pas jusqu'à dire spiritualité, non, j'ai tendance plutôt à être pratique, pragmatique, où je suis amoureux de mon lit, j'aime bien passer du temps dedans, j'aime bien regarder des séries comme tout le monde, et du coup, je tiens à être très efficace et très productif dans les périodes de temps que j'ai choisi de travailler. Et mon objectif est simplement d'être indépendant et de répondre à mes besoins, de gagner des compétences en termes d'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie énergétique. Le van, ça permet vraiment d'avoir une petite bulle d'autonomie et de résilience, en plus de rencontrer des gens. Et voilà, moi mon but c'est de gagner suffisamment d'argent pour vivre, d'aider suffisamment de personnes pour être fier de moi, et accessoirement de faire un peu d'associatif et de maillage de territoire ici pour vraiment atteindre une certaine résilience de territoire. C'était Alexandre Boisson qui disait la seule vraie sécurité c'est de faire société, que mon voisin n'est pas à venir me bouffer ou à venir me voler des choses. Et je suis vraiment très adepte de ça. Alors Alexandre Boisson, c'est celui qui est à l'initiative de SOS Mer, c'est ça? Voilà, exactement, qui était un ancien garde du corps des présidents, qui est apparu pour la première fois dans la web-série Next, qui est vraiment passionnant et qui a une véritable expertise, et qui est un ami. Et voilà, je pense vraiment que moi, on va dire, si je résumais mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas avoir bouffé mon voisin dans 10 ans. J'aimerais vraiment ne pas avoir à tuer, à bouffer, à voler. J'aimerais vraiment réussir à créer une société future où on peut simplement vivre de sa culture dans son jardin et où les choses que font les économistes et les délires actuels du gouvernement me permettent de ne pas avoir à me défendre physiquement, à créer une milice, une résistance et à devoir me défendre de l'État. Parce que je crois vraiment que par la discussion, on devrait normalement pouvoir réaliser beaucoup de choses. Mais clairement, à côté de ça, j'ai des informations qui sont vraiment très graves. Et je préférerais vraiment réussir à créer une société ou une micro-société qui ne serait pas dépendante de ce genre de biais et dans lequel on pourrait refaire société. Quand tu parles d'informations graves, ce sont des informations scientifiques qui sont liées à l'équilibre écologique de la planète, par exemple, des choses qui vont nous mener jusqu'à l'effondrement? En fait, c'est systémique. Récemment, on m'a posé une question de comment je résumerais le problème en une phrase. On prend pollution plus pic pétrolier plus crise économique qui va forcément arriver. Venant de la finance, c'est une roue qui va jamais s'arrêter jusqu'au jour où on se mangera un mur. Plus la baisse de rendement des sols agricoles, plus l'accès à l'énergie. Enfin, il y a toute une somme de critères qui n'est pas que écologique. Moi-même, je me dirais pas forcément écolo. Nécessairement, je tends à être cohérent sur mes valeurs, de pas faire partie du mal, on va dire. Où j'aimerais vraiment faire attention à mon alimentation, le van m'a permis vraiment de diminuer mon empreinte carbone, par exemple, et j'en suis assez content, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est vraiment de créer un cadre de vie sain. Et le fait est que l'effondrement, moi, j'ai eu besoin de me convaincre qu'il allait arriver, donc moi qui suis assez méthodique et pragmatique, j'ai repris toutes les informations que j'avais et je suis allé tout chercher. Et ensuite, c'est de noter tous les verrous qui fait que ça ne va pas changer et que ça ne peut aller que vers la catastrophe. Que ce soit vers la pénurie de matériaux, vers toutes les fausses solutions comme l'hydrogène, comme l'énergie renouvelable, qui sont utiles peut-être à une échelle individuelle, mais à une échelle globale sont totalement délirantes et passablement de la folie, on va dire. Et donc, c'est de rassembler suffisamment d'informations pour me convaincre que, je vais quitter mon salaire de 3 300 € par mois,
je vais refuser mon augmentation pour passer à 50 000 euros par an et je vais peut-être me mettre à développer d'autres compétences, à rencontrer des gens, à apprendre à communiquer, à apprendre à poser des questions. Parce que nécessairement, voilà, j'ai acté le constat, le monde il est comme ça, il va aller vers ça. On est sur le cas on est vraiment dans le cadre d'un patient qui a le cancer. On sait qu'il est en phase terminale, on sait qu'il va mourir, il va peut-être survivre une décennie de plus, mais au final, le pronostic vital, il est acté, et la personne, elle va pas se soigner du jour au lendemain. Et ben notre société, c'est pareil. On a une société qui est malade, qui va chuter, qui va faire un effondrement, et c'est là où des projets comme le projet Renaissance, comme un maillage d'écolieux, comme des monnaies alternatives comme la June, sur le fait d'avoir de l'internet bas débit, en quelque sorte, de l'internet low-tech, le fait de pouvoir écouter des gens comme Jean Covici, comme Philippe Biwix, vraiment des idées de un peu n'importe où, en regardant des chaînes comme Thinkerview, de avoir suffisamment de données objectives pour prouver que bon, effondrement va y avoir, c'est bon, et du coup passer à la pratique et commencer effectivement à poser des questions comme celles que je pose à mes clients sur qu'est-ce que je veux être sûr d'avoir vécu dans ma vie. A priori, même en sachant tout ça, j'ai encore envie d'avoir des enfants. Je pense que le monde va être nécessairement assez difficile, mais je pense que le difficile, c'est surtout que les gens ont pris des habitudes qui correspondent au monde d'avant et pas au monde d'après, donc ça va faire des surprises pour beaucoup de gens. Les enfants vont s'adapter beaucoup plus facilement que nous. Et voilà, potentiellement, c'est le monde d'aujourd'hui est encore là et comment je fais pour vivre aujourd'hui sainement, rencontrer des gens que j'aime, jouer à des jeux de société que j'adore et vivre. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a un élan de prise de conscience sur ces sujets par la population globalement ? Alors, moi, grâce à Enjeux communs, et du coup en faisant de la sensibilisation pendant 2 ans, vraiment énormément, avec des ateliers tous les mois, je pense que je rencontrais plus de 2000 personnes par an, donc c'est un petit score par rapport à des youtubeurs, mais moi j'étais quand même assez fier de ça. Ma conclusion est que la sensibilisation c'est trop tard, que on ne peut sensibiliser que des personnes qui ont envie d'apprendre, et on peut pas forcer la main à qui que ce soit. Mais tu crois pas que les gens sont sensibilisés de fait, ne serait-ce que par des phénomènes météorologiques? Si on prend l'exemple des 2 derniers étés qu'on a connus, qui sont des étés caniculaires, les gens commencent à ressentir dans leur propre vie les effets de la hausse de température, des hausses de température qui sont évoquées par les scientifiques depuis très longtemps. Est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même la nature nous sensibilise d'elle-même, il se passe quand même quelque chose et ça va fatalement pousser les gens à une prise de conscience massive? Oui, c'est le cas. Mais c'est pour ça que je veux dire que la sensibilisation ne sert à rien, parce qu'en fait, aujourd'hui, le meilleur professeur, ce sont les crises elles-mêmes, parce qu'elles touchent tout le monde, et que c'est vraiment des cas pratiques où, du coup, le cerveau, il peut pas se mettre dans une forme de déni. Et ma vocation, c'est vraiment de me dire que maintenant qu'on sait que l'effondrement va avoir lieu et que effectivement il va y avoir des vagues de prise de conscience, parce que une crise de Covid, des gens se mettent à faire des recherches et du coup se rendent compte de tout le reste de l'écosystème. En fait, à chaque crise, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont vouloir sortir de l'ancien système et rentrer dans le nouveau. Et là, ça va être un véritable travail de pédagogie, d'accompagnement, d'accueil des émotions aussi, parce que on a été une génération où on crée très peu de liens, avec des liens assez faibles finalement, où on s'est jamais vraiment confronté à l'autre. Et il y a tout ça qui va revenir. Et à mon avis, plus il va y avoir de formateurs, de pédagogues, de gens compétents, et plus il y aura et moins il y aura de casse. Et c'est malheureusement ainsi que se termine ce premier épisode, c'est-à-dire de manière un petit peu brutale. C'est le premier épisode, ce sont les aléas de la technique. Nous avons été coupés en cours de route. Je tiens quand même énormément à remercier Sébastien de s'être prêté à l'exercice. C'est un peu lui qui essuie les plâtres et que je m'en excuse auprès de lui. Il faut savoir qu'à la fin de l'interview, je lui ai demandé s'il existait un ou plusieurs livres qui l'avaient particulièrement inspiré et qu'il nous suggérait de lire. Alors, je n'ai pas la liste parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le contacter en off, je vais lui reposer la question et puis à ce moment-là, je préciserai cette liste de livres en description de l'épisode.
J'espère aussi retrouver Sébastien dans quelques temps, parce qu'il y a un sujet extrêmement intéressant que nous avons évoqué, mais que nous n'avons pas vraiment creusé, c'est le sujet de la collapsologie, et j'aimerais beaucoup en discuter avec lui, donc ça fera, je l'espère, l'objet d'un prochain épisode. Ce podcast est produit et réalisé par l'association YouShare. La musique, découverte sur la chaîne YouTube Musique Libre, a été composée et interprétée par l'artiste Ixon. Si vous aimez ce podcast, surtout, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître, ça nous aide beaucoup. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.